En août 1944, alors que Paris est sur le point d'être libéré après 4 longues années d'occupation, Hitler donne l'ordre de détruire la ville en minant les ponts et les monuments. La légende raconte qu'un général allemand commandant de Paris, Dietrich von Choltitz, aurait délibérément désobéi au Führer pour sauver cette cité millénaire qu'Hitler voulait rayer de la carte. Cette version du sauvetage de Paris nous est racontée par ce général dans ses mémoires écrites dès 1950. Ce récit, célébré par la littérature et le cinéma, a bercé l'imaginaire de plusieurs générations de Français. Il faut dire qu'elle est belle, cette histoire. Peut-être un peu trop belle. Quels étaient les plans secrets d'Hitler? Pour rechercher la vérité historique, il faut s'immerger dans le mythe, mener une enquête et exhumer des archives oubliées les preuves de ce qui s'est vraiment passé en cette fin d'année 1944. Juin 1940, la France a perdu la guerre. Le retentissement est mondial, Paris est tombé. Déclarée ville ouverte, Paris a été livré sans combat à l'ennemi pour éviter les destructions. Le 14 juin, à l'aube, les Allemands entrent dans la capitale et la croix gammée flotte au sommet de la Tour Eiffel. « 21 ans après l'humiliation du traité de Versailles en 1918, l'Allemagne prend sa revanche. Hitler vient à la fin du mois de juin admirer sa nouvelle conquête, Paris. Une visite éclair. En 2h30, le Führer va de monument en monument dans une ville presque déserte. Paris le fascine. Mais quel sort lui réserve-t-il ? Dans Mein Kampf, c'est un sentiment de haine et de mépris qu'il exprime à l'égard des Français. L'ennemi mortel, écrit-il. Un peuple léger, superficiel, qui s'est montré incapable de gagner seul la guerre en 1918. En un mot, l'ennemi qu'il faut abattre. Aux yeux du Führer, Paris ne peut être que soumise ou détruite. C'est ce qu'il ordonnera 4 ans plus tard. Pour appréhender le mythe de la destruction annoncée de Paris, c'est par les mémoires d'un général allemand qu'il faut commencer. Nous sommes en août 1944. Pour les nazis, la situation a bien changé depuis la visite d'Hitler en juin 1940. Les soviétiques ont avancé vers l'ouest jusqu'au centre de la Pologne. Les Alliés ont débarqué en Normandie et marchent vers l'est. Hitler nomme un général inconnu, commandant du Großparis, au début du mois d'août. Il s'appelle Dietrich von Choltitz. Mais qui est cet officier? D'où vient-il? Von Choltitz, c'est vraiment un officier prussien, presque caricatural. Il est d'une famille d'officiers, son père était colonel pendant la Grande Guerre, il est d'une famille de propriétaires terriens, donc c'est un officier de carrière de l'infanterie. Von Choltitz a toute la confiance d'Hitler. Et début août 1944, c'est important. Le Führer vient d'échapper 2 semaines plus tôt à un attentat organisé par des officiers de la Wehrmacht qui souhaitaient l'éliminer pour renverser le régime nazi. Depuis, il vit replié sur lui-même et a plus que jamais la main mise sur les opérations militaires.
L'armée était un des piliers du régime parce que c'était l'instrument qui allait permettre les guerres, qui allait permettre les conquêtes, qui allait permettre d'arriver aux objectifs des nazis. Et là, c'est fini. Il a complètement perdu toute confiance en l'armée. L'épuration qui suivra cet attentat manqué fera plus de 5000 victimes. Le général en place à Paris, impliqué dans le complot, finira pendu à un croc-de-boucher. Dietrich von Choltitz est nommé pour le remplacer par Hitler en personne. Il n'a pas conspiré contre le Führer. C'est un général fidèle et discipliné. Il était en Russie à partir de 1941. On sait que depuis début 1942, les nazis avaient décidé une politique de destruction des Juifs d'Europe et l'armée régulière a été largement impliquée dans la mise en place de cette politique. Il n'y avait pas que des SS qui se livraient aux massacres, puis aux déportations. Von Choltitz n'a en effet pas le profil d'humaniste que la légende lui prête. C'est un homme parfaitement zélé et qui va se révéler sans pitié. Lieutenant-colonel en 1940, il viole la neutralité de la Hollande en attaquant Rotterdam. Il détruit totalement le centre-ville alors que les Hollandais ont déjà capitulé. En 1942, au siège de Sébastopol, il causera la mort de dizaines de milliers de civils et ordonnera l'utilisation du mortier Karl, la plus grosse pièce d'artillerie jamais construite. Il ne laissera que des ruines. C'est à cet homme sans scrupules qu'Hitler donne les pleins pouvoirs du Grosse Paris. Ce sera sa première rencontre avec la capitale. Il n'était jamais venu à Paris, alors que le voyage à Paris était aussi un petit peu comme le voyage en Italie, une sorte d'étape initiatique pour pour ces milieux un peu cultivés allemands dont il faisait partie. Et on sait que dès 1944, lorsqu'il était prisonnier des Alliés, il a expliqué au service américain à quel point il détestait la France, il détestait Paris, il détestait les Français. La mission de von Choltitz est de la plus haute importance. Paris est un nœud vital de communication. Depuis Rouen, tous les ponts sur la Seine ont été démolis par les bombardements alliés après le débarquement. Ce qu'il lui a demandé, c'est de faire en sorte que Paris reste sûr, parce que Paris est un lieu de passage pour l'évacuation des troupes qui viennent de Normandie. Von Choltitz prend ses quartiers le 9 août à l'hôtel Meurice, un palace situé rue de Rivoli, en face du jardin des Tuileries. Dès son arrivée, il constate que l'ambiance dans la capitale risque de compliquer sa mission. Quand Choltitz arrive à Paris, il est dans une ville dont les habitants, depuis pratiquement un mois, ne cessent de manifester d'une manière ou d'une autre leur hostilité à l'occupant. Il y a toute une agitation qui fait qu'il a une image, il a très vite une perception négative des Parisiens. Cet été 1944 a fait l'objet d'autres mémoires que celle de von Choltitz, comme celle qu'a laissée un diplomate, alors consul de Suède à Paris, Raoul Nordling. Le mythe fait de lui l'homme qui a su persuader le général d'épargner la capitale. Écrite juste après la guerre, mais publiée dans les années 2000, les mémoires de Raoul Nordling conduisent à 2 pas de l'hôtel Meurice, au Cercle suédois. Le consul en était le président et il y rencontrait le tout Paris. C'est un homme d'affaires avisé. Il a un carnet d'adresses tout à fait conséquent, aussi bien auprès d'hommes d'affaires, puisque ce sont ses collègues, on pourrait dire, mais également du pouvoir politique, des autorités allemandes. Mais il a aussi des contacts avec, finalement, certains
responsable de la résistance, quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. La neutralité de son pays dans le conflit mondial donne à Nordling une position unique et fait de lui un témoin précieux. Dans son récit, il rend compte de l'état d'esprit des Parisiens à l'arrivée du général. D'un côté, il y a une aspiration sans aucun doute à la libération, mais avec une inquiétude qui est d'être certes libéré, mais en vie. Et on le sait, on est là au début août 1944, que des villes ont été détruites ou rasées et largement bombardées en Normandie, et que le sort de Paris n'est pas du tout joué. Les échos du débarquement, des victoires des Alliés en Normandie, mêlés à la pénurie et à l'angoisse des représailles, vont peu à peu semer un esprit de révolte parmi la population. Le désordre s'installe. Le 19 août, 10 jours après l'arrivée de von Choltitz, les gaullistes et la résistance communiste lancent un appel à l'insurrection. En voyant le drapeau tricolore flotter sur la préfecture de police face à Notre-Dame, les Parisiens comprennent que la situation a basculé. Les événements se précipitent. Un peu partout dans la ville, des résistants prennent d'assaut des bâtiments publics. Dès lors, les Parisiens et les Allemands s'affrontent. Des toits, des porches, des fenêtres, au détour des pâtés de maisons, des tirs se font entendre, des combats éclatent. L'insécurité est partout. Dans les rues, les barricades se multiplient, dressées par une population déterminée. L'armée allemande, à ce moment-là, ne sait pas encore très bien comment réagir, et il va y avoir des représailles. Mais surtout, on va s'apercevoir quand même assez vite que le rapport de force reste quand même défavorable à l'insurrection. Le risque est réel que von Choltitz donne l'ordre de représailles massives envers la population. En Normandie, l'armée allemande s'effondre face à l'offensive des Alliés. Pressé par l'état-major de la résistance et le général Leclerc, le haut commandement américain a accepté de modifier ses plans et de laisser la 2e division blindée française foncer vers la capitale. À ces nouvelles de France, Hitler entre dans une de ses colères légendaires. Von Choltitz reçoit de nombreux coups de téléphone du quartier général du Führer. On le somme de rétablir l'ordre. On raconte que le 23 août, à 11 h du matin, un télégramme crypté venant directement de l'état-major du Führer arrive à l'hôtel Meurice. C'est un ordre sans appel. Paris ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi, ou alors que ce soit un champ de ruines. Si un original de cet ordre existe, c'est au-delà du Rhin qu'il faut aller le chercher. Les archives militaires allemandes sont conservées à Fribourg-en-Brisgau, dans le sud-ouest de l'Allemagne. 5 bâtiments, 55 km linéaires d'archives y conservent l'histoire militaire prussienne et allemande depuis le milieu du XIXe siècle. L'historien Bernard Kroner va conduire cette recherche de preuves parmi les centaines de milliers de rapports, de registres, de plans indexés dans les travées. Après une fouille minutieuse, l'ordre d'Hitler apparaît enfin. Il est sans équivoque sur les intentions du Führer. À l'intérieur de la ville, il faut intervenir avec les moyens les plus énergiques contre les premiers signes de soulèvement. Le dynamitage de pâtés de maison, l'exécution publique des meneurs, l'évacuation de quartiers menacés. La destruction des ponts sur la Seine sera préparée. Paris ne peut pas tomber aux mains de l'ennemi ou seulement comme un champ de ruines.
Hitler est très inquiet de cette situation parce que perdre Paris signifie aux yeux du monde que la Wehrmacht et le Reich allemand ont perdu la France. Cet ordre de Hitler, détruire la ville ou laisser un champ de ruines, laisse peu de place à l'interprétation. Il faut que toute la ville ou une partie de la ville, les monuments importants, la valeur de la ville, le symbole de Paris, soient réduits à néant, que ces quartiers soient minés, détruits. Ce type d'ordre se situe dans une logique qui est celle aussi de la fascination, de la fascination des nazis pour la destruction. Faire table rase, montrer qu'une fois qu'on partait, qu'une fois que l'Allemagne nazie partait, il ne restait plus rien. Ici, Hitler délaisse la perspective militaire. Et dans la dernière phrase de son ordre, on voit clairement une perspective idéologique et politique irrationnelle, ce qui montre que le régime nazi, à ce moment-là, a commencé à sombrer dans l'agonie. Dans ses mémoires, von Choltitz raconte: Avec un zèle tout à fait louable, les sections firent les préparatifs nécessaires pour pouvoir, à leur hache, faire sauter les ouvrages. Nous dit-il la vérité. Comment savoir ce qui, dans la capitale, était réellement miné? Les ponts de Paris étaient-ils tous truffés d'explosifs? Les Allemands ont-ils, comme on l'a dit, chargé de mines les flancs métalliques de la Tour Eiffel? Malgré les heures passées à consulter et analyser les registres d'archives du site de Fribourg-en-Brisgau, il n'y a dans les documents aucun indice nous renseignant sur ce point. Où est la vérité? En menant plus loin l'investigation, on découvre qu'après la libération de Paris, des équipes de démineurs ont quadrillé la capitale pour inspecter les édifices potentiellement minés. Ce travail a certainement dû faire l'objet de rapports, mais où les trouver? Après des semaines de recherche, la préfecture de police confirme. Ces rapports sont en sa possession au laboratoire central de la préfecture. En 1944, cet organisme était déjà chargé des missions de sécurité relatives aux substances explosives. Il n'est pas facile de se faire ouvrir les portes de cette antenne discrète de la police. Pour cette enquête, l'historien et ancien inspecteur général Luc Rudolph a été autorisé à pénétrer dans ce lieu sensible. Aux archives, c'est au fond. D'accord. Les archives du laboratoire abritent des documents dont certains relèvent du secret défense. Le laboratoire existe depuis 1878. Ceux de l'année 1944 ont heureusement dépassé le délai de restriction fixé à 60 ans et sont donc enfin accessibles. Voilà, donc là, on est en déminage, 1944. D'accord, 1944. Alors, on va déjà regarder dans les rapports mensuels, voir s'il y a des choses intéressantes. Impayés, désignation des produits. 4 août, 7 août. Donc là, on n'a pas ce qui s'est passé pendant la semaine de la Libération. Bon, donc c'est dans un autre rapport, mais qui malheureusement n'existe plus aux archives. Par contre, le RA 180, c'est vraiment les interventions du mois d'août. Donc là, c'est un résumé. Et donc, ça retrace toutes les activités du service explosif qui étaient là pour protéger la population et pour ramasser tout ce qui n'était pas explosé. À chaque fois que les Allemands partaient d'un bâtiment, ils vérifiaient si le bâtiment avait été miné ou pas pour enlever au fur et à mesure et sécuriser les locaux. Voilà. On va voir ça de plus près. Donc là... Parmi ces dossiers malmenés par la guerre, c'est presque un miracle d'avoir retrouvé ce rapport daté du 9 septembre 1944, 2 semaines après les événements. Il est rédigé par le directeur du laboratoire lui-même, le professeur Henri Moureux. Ce document va-t-il enfin apporter la preuve de la réalité du minage de Paris? Il y a des endroits qui étaient minés, d'autres endroits qui ne l'étaient pas.
et certains qui étaient entre les deux, c'est-à-dire on a préparé le terrain, mais les mines n'ont pas été posées. Le palais du Sénat est très très largement miné. On va y trouver beaucoup d'explosifs qui vont être désamorcés par le laboratoire municipal. Le fort de Charenton, c'est un endroit où étaient stockées beaucoup de munitions. Cet endroit a été miné. Si ça avait sauté, ça aurait été un désastre de grande ampleur. Au Palais Bourbon, c'est l'endroit qui a été le plus lourdement miné, et ça c'est un petit peu une découverte qu'on fait dans ce document, puisqu'il y a 5 grosses mines de pratiquement 500 kilos chacune qui ont été installées au Palais Bourbon et qu'il a fallu donc désamorcer. Donc là on est sûr, les mines ont été découvertes, on sait que l'équipement était en place et prêt à fonctionner. En plus de ces 3 édifices, les centraux téléphoniques, le ministère de la Marine, la gare du Bourget, ainsi que la porte de Saint-Cloud étaient minés. Et ce que nous apprend ce rapport ne s'arrête pas là. Il semble que d'autres bâtiments aient été préparés dans le but de recevoir des explosifs. Il y a ce qui a été préparé pour recevoir des mines, le pont de Neuilly, le pont de Joinville, le pont de Saint-Cloud, le pont Alexandre III, les Invalides. Il y a eu des travaux préparatoires qui ont été faits. Donc tout était en cours pour mener à terme l'installation de mines dans ces endroits-là. Des centres du pouvoir politique, des gares, des ponts. Mais l'autre révélation de cette archive est que aucun des monuments pour lesquels on a tremblé a posteriori en pensant qu'ils auraient pu disparaître n'a été miné. Une des légendes, c'était que la tour Eiffel était minée. On a même parlé comme quoi l'hôtel de ville était miné. Ce n'est pas le cas. On a trouvé dans tous ces documents, c'est écrit très clairement dans le rapport du professeur Moureux, on a trouvé dans ces bâtiments des munitions, mais dans tous les endroits où sont passés les Allemands, on a retrouvé des munitions qu'il a fallu neutraliser par après. Mais en aucun cas, ces endroits n'ont été minés. Que doit-on comprendre de ce minage aléatoire et partiel ? L'impression qu'on retire de tout ça, c'est quoi? C'est que ces gens ont été pris par le temps. Effectivement, cette volonté, initialement, de miner un certain nombre de lieux sensibles de Paris existait et qu'elle n'a été abandonnée que pour une raison très précise qui m'apparaît à moi, mais qui apparaît également au professeur Moureux quand il a rédigé ce document, c'est-à-dire que nos occupants ont été pris de vitesse. C'est probablement faute de temps, conséquence immédiate de l'action efficace de harcèlement des forces françaises de l'intérieur, que le feu n'a pas été mis partout aux charges explosives. À partir du 22 août, plus de 600 barricades entravent les mouvements des occupants qui doivent se retrancher sur leur position. Il n'est plus question pour eux ni de continuer le minage, ni de s'approcher des ouvrages minés pour en déclencher la mise à feu. Ça demande beaucoup de moyens de détruire une ville et de raser une ville, de transformer une ville en champ de ruines. Soit par le bombardement aérien, mais là il n'en est évidemment pas question. La Luftwaffe n'a plus ces moyens-là. Soit par l'explosif, mais là ça demande beaucoup d'hommes, beaucoup de moyens d'explosifs, et ça demande du temps. Von Choltitz a arrêté le minage, un petit peu contraint et forcé, parce que les rues de Paris n'étaient plus suffisamment sûres pour ses troupes pour aller miner tel ou tel endroit de la capitale. C'est l'insurrection qui a empêché le forfait de se commettre, tout simplement. Mais il existe une preuve plus accablante encore des mensonges du général. Elle démontre sa réelle volonté de piéger les ouvrages importants de la capitale. Un document qui atteste que von Choltitz n'a cessé de demander des renforts jusqu'au dernier moment pour détruire Paris. Ces documents devant moi sont des transcriptions de conversations téléphoniques entre le commandant du secteur du Grosse Paris, c'est-à-dire von Choltitz, avec le commandement des armées de l'Ouest, le général Model.
Von Choltitz dit clairement « Je ne peux pas appliquer les ordres du Führer avec les moyens dont je dispose. Je ne pourrai agir que si je reçois les chars et l'artillerie que j'ai réclamés. » On peut s'imaginer que si ces ouvrages n'étaient pas protégés, la résistance aurait pu saboter le matériel. Il fallait protéger ces opérations de minage. Et il lui était impossible de sécuriser ces lieux piégés avec le peu de moyens humains qu'il avait à sa disposition. Le général von Choltitz manque de soldats. Il dispose en théorie d'une garnison de 15 à 20 000 hommes dans Paris et sa banlieue, mais tous ne sont pas opérationnels au combat. Des états-majors, des militaires âgés, des services administratifs et beaucoup de personnel féminin, les souris grises. Les renforts réclamés par von Choltitz n'arriveront jamais. Les Alliés sont aux portes de la capitale. Il veut obéir et il se justifie en disant « Si je ne peux pas réaliser cet ordre, ce n'est pas de mon fait. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. » Dans ses mémoires, von Choltitz affirme qu'il a tenté l'impossible pour sauver Paris de la destruction. Désormais, la preuve est faite. En réalité, c'est le soulèvement des Parisiens et le manque de moyens humains et matériels qui l'ont empêché de faire de Paris un champ de ruines. Pour sa part, le consul de Suède, Raoul Nordling, qui a souvent rencontré le commandant du Grosse Paris, n'évoque jamais dans son récit les conversations qu'on leur prête sur la nécessité de sauver la ville lumière. Ce qui est peut-être surprenant dans les mémoires de Raoul Nordling, mais qui est à mon avis un éclairage important, c'est que pour lui, la question de la destruction de Paris ne se pose pas réellement dans leur discussion. Ce n'est pas pour ça qu'il intervient. C'est-à-dire que manifestement, Nordling ne croit pas que Choltitz puisse raser Paris, que ce soit dans ses projets. Donc ce n'est pas le sujet prioritaire pour Nordling, loin de là. Si Nordling rencontre à 5 reprises le général à l'hôtel Meurice, c'est pour l'exhorter à ne pas commettre de représailles contre la population. Les massacres de Villeneuve-d'Ascq ou d'Oradour-sur-Glane, perpétrés quelques semaines plus tôt, sont connus des Parisiens et font craindre le pire. Nordling, en lui montrant bien que pour lui, il ne fait plus aucun doute que l'Allemagne va être battue et qu'en ne passant pas finalement massivement à l'offensive contre les Parisiens et à la destruction, il se préserve quand même une chance d'avenir. C'est un des arguments majeurs que va utiliser Nordling. L'idée que vous allez être jugé, allez-vous devoir rendre des comptes pour avoir massacré des centaines, des milliers, voire plus de Parisiens? Et là, l'idée que le sort des armes est en défaveur et qu'il faut commencer à avoir une sorte de garantie pour l'avenir germe probablement dans l'esprit de von Choltitz. Von Choltitz n'avait pas comme principal but de sauver Paris, mais il avait comme principal but de sauver sa peau. Von Choltitz n'aura pas à hésiter très longtemps. 2 jours après l'ordre d'Hitler, le général Leclerc fait son entrée avec la 2e division blindée par la porte d'Orléans. Le massacre des Parisiens n'aura pas lieu. Von Choltitz capitule après un dernier combat pour l'honneur à l'hôtel Meurice. Il est conduit à la préfecture de police, dans ce qui sont encore aujourd'hui les appartements privés du préfet. C'est dans cette pièce, conservée à l'identique, qu'il s'est retrouvé avec le général Leclerc, les officiers de la Résistance et les membres du gouvernement provisoire pour signer sur cette petite table son acte de reddition. On a quand même l'impression que von Choltitz est arrivé à ses fins. Il se retrouve ici, vivant. Il est prisonnier, certes, mais comme le dira un petit peu plus tard Leclerc, en voilà un qui a l'air bien content d'être ici. En effet, il est content d'être là, mais comme la plupart des soldats allemands qui ont été faits prisonniers à ce moment-là, ils étaient prisonniers, donc ils n'étaient pas morts. Oui, il est arrivé à ses fins. Cette réunion s'est déroulée à huis clos, sans journalistes ni photographes. Pourtant, une photo est présentée par les ouvrages, les journaux,
comme étant la photographie de cet événement. Et il ne s'agit pas du tout de la signature de la reddition, mais d'une réclamation parce qu'à l'hôtel Meurice, quand il était parti, on lui avait volé des effets personnels dans sa cantine militaire. Bon, c'était le grand jeu des Parisiens ce jour-là, hein, de faucher tout ce qui rappelait un petit peu les Allemands. Je trouve qu'elle est quand même significative, cette photographie. Lorsque l'on sait ce qu'il signe, nous sommes le 25 en fin d'après-midi. Il y a encore quelques combats qui sont meurtriers hein, dans la ville. Sont tombées certaines places fortes, notamment à Vincennes, et l'on découvre des charniers de personnes qui ont été tuées récemment par ces soldats. Et lui, il s'inquiète parce qu'il a perdu son pyjama. Prisonnier des Alliés, Dietrich von Choltitz ne sera jamais jugé pour crime de guerre. On le libérera après 2 années de captivité, durant lesquelles il commencera à écrire sa propre légende. Von Choltitz est parvenu à écrire sa légende et à s'en sortir quand même assez bien, puisque finalement son livre est plutôt bien accueilli, traduit en français, republié en poche. Et l'idée qu'il a vraiment contribué à sauver Paris prend forme, comme si c'était un acte humanitaire de sa part. Paris sort miraculeusement intact d'une semaine d'insurrection et de combat, dans une guerre qui a martyrisé les villes comme jamais. On aurait pu imaginer que la libération de Paris allait réduire à néant les désirs de destruction d'Hitler. Pourtant, il n'en est rien. Bien au contraire. Contrairement à ce qui est resté dans les mémoires, la menace qui plane sur Paris depuis 1 mois ne s'est pas volatilisée avec le défilé du général de Gaulle. Alors que le Reich commence sa lente agonie, détruire Paris reste pour le Führer une obsession. Les archives vont nous révéler que par 3 fois encore, il va tenter de l'anéantir. 3 tentatives que l'histoire ne retiendra pas. Les recherches effectuées aux archives militaires de Fribourg ont permis d'exhumer un document inédit révélant une nouvelle menace, inconnue jusqu'alors. Dépêchez-vous de préparer certaines positions qui sont à l'est de la Somme. Orientez vos rampes de lancement V1 vers Paris. Signalez-nous quand vous serez prêt à tirer. On s'aperçoit que juste après la libération de Paris, de nouvelles mesures seront prises. Après le 25 août, Hitler va tout mettre en œuvre pour trouver d'autres moyens de détruire Paris. À l'annonce de la reddition du commandant du Grosse Paris, le Führer a donc décidé d'utiliser son arsenal secret. Des armes de représailles terribles, ultime tentative pour reprendre la main sur le cours de la guerre en terrorisant les populations. Dissimulé par la végétation sur le mont Delfaux dans le Pas-de-Calais, un immense blocos souterrain, surplombé d'une coupole, fut construit à partir de 1943 pour servir de base de lancement de ces nouvelles armes. Ce géant de béton est aujourd'hui un musée qui conserve la première de ces armes secrètes, le fameux V1, premier missile à longue portée de l'histoire de l'aéronautique. C'est une bombe planante. La charge militaire est à l'avant, de l'ordre d'1 tonne. Une bombe d'1 tonne qui tombe dans un immeuble, ça vous souffle l'immeuble. C'est une arme qui était redoutable. Cela fait déjà plus de 2 mois que l'Angleterre subit tous les jours le déluge des V1. 70 s'écrasent quotidiennement sur Londres, faisant des milliers de victimes. Et c'est cette arme de destruction massive qu'Hitler ordonne de lancer sur Paris le 26 août, le jour où le général de Gaulle défile
dans un Paris en liesse. Cet épisode est absolument méconnu. On en trouve juste la trace dans Invasion 44, les mémoires du chef d'état-major du groupe d'armée de l'Ouest, le général Hans Speidel. Il se trouve alors au Ravin du Loup. Le Ravin du Loup, c'est 90 km² de zone militarisée au nord de Soissons, à Margival. 475 bunkers de béton armé, dont le plus grand centre de transmission allemand. C'est donc une ruche, un peu, de techniciens, avec 600 lignes téléphoniques installées. C'est le nec plus ultra de la communication militaire. C'est là que le général Speidel, numéro 2 du groupe d'armée B, va recevoir l'ordre de Berlin. Il faut s'imaginer dans la tête de Hans Speidel ce 26 août lorsqu'il reçoit cet ordre. Son supérieur hiérarchique, Model, n'est pas là. Va-t-il faire état de cet ordre? Ou bien absence, ellipse, silence total? Il trouve absurde stratégiquement cet ordre. Paris est déjà perdu. Et affectivement, c'est une ville, on le sait, auquel il est attaché. Dans les années 30, Hans Speidel avait été envoyé à Paris comme attaché militaire de l'ambassadeur d'Allemagne. Il y est revenu 2 ans sous l'occupation, et c'est lui qui a organisé la visite d'Hitler en 1940. Il connaît bien Paris, il aime beaucoup Paris, et dans son propre bunker, dont il dispose également à Margival, il a des vues de Paris, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame. Il s'est passé quelque chose, une scène importante, dont a dépendu le destin de Paris. Dans ses mémoires, Speidel raconte qu'il n'a pas transmis cet ordre et que Paris fut sauvé. Je pense que les mémoires de Speidel permettent de rouvrir le dossier du salut de Paris et du sauvetage de Paris. La légende se serait donc trompée de général. Le héros serait Hans Speidel et non pas Dietrich von Choltitz. Mais il faut se méfier des histoires trop belles. Cet ordre donné par Hitler était un ordre irréalisable. Le système de guidage était un gyroscope qui gardait l'axe et il fallait que ça soit très précis parce que si vous vous trompez de quelques minutes de degré, eh bien à l'arrivée ça fait 10 km à droite par exemple. Bon, donc il faut le lancer exactement dans l'axe de l'objectif. Or, les rampes de lancement étaient tournées vers Londres. C'est un ski qui fait 50 mètres de long et c'est pas facile. S'il faut retourner de 90 degrés, il faut les démonter, les changer, retrouver des bons endroits parce que ça ne se tire pas au milieu d'une colline. Il faut des endroits plats et effectivement, il faut tout recommencer et faire des visées pour que ça arrive dans Paris. Et ça, c'est quasiment impossible à faire d'un claquement de doigts. Rien ne permet de savoir si Speidel a bien écrit la vérité dans ses mémoires. Mais qu'il ait été transmis ou non, l'ordre d'Hitler était impossible à exécuter. La capitale échappe une nouvelle fois à son prédateur. Ignorant de ces menaces, les Parisiens sont tout à l'euphorie de la libération. Une liesse qui sera pourtant de courte durée. Ce même jour, à 23 h, comme une réponse aux rumeurs de la fête, retentit soudain le son des sirènes. C'est un amalgame
d'avions qui étaient stationnés dans le nord de la France, qui n'étaient pas encore libérés, et la sud de la Belgique. Et ils ont réussi quand même à mettre 120 avions en l'air cette nuit-là, qui sont arrivés sur Paris dans 2 axes de bombardement et qui ont fait du dégât. Toute la nuit, la Luftwaffe pilonne au hasard. Au petit jour, le sentiment de liberté est déjà loin. Des centaines d'immeubles détruits, l'hôpital Bichat, la Halle aux Vins au cœur de Paris, le quartier du Marais, les buttes Chaumont, mais aussi la banlieue, Bagnolet, Pantin, Montreuil, Sceaux. C'est un bombardement punitif. Et le choix des bombes aussi est significatif. C'était des bombes incendiaires qui avaient pour but vraiment de détruire, d'impressionner la population. Bon, il s'agissait aussi symboliquement de dire vous croyez que vous nous avez vaincus, ben non, on peut encore vous faire du mal. Mais la Luftwaffe est exsangue, décimée par la bataille de Normandie, incapable de réitérer ses raids meurtriers. Malgré ses 200 morts et près de 1000 blessés, ce bombardement va disparaître de la mémoire collective. Il était difficile peut-être de dire que les Allemands avaient bombardé Paris et avaient fait X victimes, alors que la Royal Air Force et la 8e Air Force américaine avaient fait des dizaines de milliers de morts civils français au cours de la période du débarquement. Donc on oublie dans l'histoire, on n'en parle plus. Dans l'esprit de tous, pourtant, à partir de ce 26 août 1944, la menace de représailles est redevenue bien réelle. 2 semaines plus tard, le 8 septembre, une explosion pulvérise 60 maisons, un quartier entier de la ville de Maisons-Alfort, à moins de 10 km de Paris. Des dégâts matériels à peine croyables pour une seule déflagration. Le Figaro, qui relate l'événement, parle de débris inattendus, laissant supposer un engin supérieur au V1. Henri Moureux, le directeur du laboratoire municipal qui avait été chargé du déminage de la capitale, se rend sur les lieux. Il fera un rapport détaillé de ses observations. La recherche de ce rapport, classé secret, conduit aux archives du ministère de la Défense, au cœur du château de Vincennes. L'historienne Maud Jarry sait où il se trouve, archivé quelque part, au milieu du dédale de ces millions de dossiers. Le professeur Moureux y décrit en détail ses impressions à la vue des dégâts. Le 8 septembre, à 11h du matin, une explosion soudaine se produisit à Charentonneau, Maisons-Alfort. Prévenu aussitôt par les services de police, Henri Moureux, procédai à un certain nombre de constatations qui me firent pressentir l'apparition d'un engin nouveau. Henri Moureux, quand il arrive sur ce site de crash, il voit tout de suite qu'il n'y a aucun lien par rapport aux dégâts qu'il voit avec les dégâts causés par le V1. Il a déjà été sur des crashs de V1 en juillet 1944, ce qui fait que tout de suite, ça le trouble. Il se dit c'est autre chose. Mais c'est le témoignage des rescapés qui va lui ouvrir les yeux. Il lui affirme n'avoir entendu aucun bruit ni constaté le passage d'aucun avion. Le 29 août, il a rencontré des agents des services secrets américains qui lui ont dit que les Allemands avaient inventé un engin fusée. Il fait donc le lien entre ce que les Américains lui ont dit et ce qu'il voit. Et du coup, pour lui, c'est une révélation. Et pour cause, la capitale de la France vient d'avoir le privilège d'être la cible du premier engin balistique de l'histoire, la fusée V2. Bernard Kroner a retrouvé le premier télégramme d'Hitler concernant cette fusée. Le Führer est formel. Il ordonne que les V2 soient déployés et que des tirs soient dirigés sur Londres et sur Paris aussi longtemps que possible. Le V2, c'est une bête qui fait 12 tonnes.
Il décolle à verticale, il monte jusqu'à 95 km d'altitude. Il sort de l'atmosphère. Et lorsqu'il redescend, il a une portée de 350 km, 320 km exactement au maximum. Il retombe sur la cible. C'est la première fois qu'on fait sortir une arme de l'atmosphère. La V2, c'est une révolution. Une fusée qui vole à la vitesse de 5000 km/h. Il ne lui faut que 5 minutes pour parcourir les 300 km qui séparent le site de tir situé en Belgique de Paris. Plus rapide que la vitesse du son, elle est totalement silencieuse. Elle est impossible à intercepter. Pour Hitler, c'est l'arme miraculeuse qui va marquer un tournant dans la guerre. Au début du mois d'octobre 1944, les tirs de V2 qui ciblent Paris reprennent et touchent de nombreuses villes. On s'aperçoit que les Allemands, entre le 2 et le 5 octobre, affinent le réglage des tirs. En fait, ils veulent attaquer Paris, mais ils n'ont pas la précision qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc le réglage se fait et ils précisent leurs tirs pour atteindre le centre de Paris. Et en date du 5 octobre, les fusées sont vraiment aux portes de Paris. En 4 jours, 22 communes en région parisienne sont la cible des V2. Les autorités se préparent au pire. Pourtant, les tirs vont s'interrompre brutalement. À partir du 6 octobre, plus aucun impact ne sera signalé en direction de la capitale. Pourquoi Hitler délaisse-t-il Paris alors que sa destruction est enfin à portée de main? C'est encore une fois à Fribourg que se trouve la réponse, dans un ordre émanant du haut commandement de la Wehrmacht. Pour des raisons politiques, tout tir contre Paris par V2 sera suspendu. Dem liegt zugrunde, dass man sich im Führerhauptquartier... Cet ordre signifie que dans le quartier général d'Hitler, on s'est accordé sur l'idée que bombarder Londres aurait un effet politique et psychologique sur la population qui pousserait les autorités britanniques à réagir. Alors que sur Paris, un bombardement n'aurait plus eu aucun impact ni conséquences politiques. Hitler semble se rendre à la raison. De plus, son haut commandement a un argument imparable. La livraison des V2, rendue presque impossible par l'avancée des Alliés. Ils n'ont pas assez d'unités, ils n'ont pas assez d'engins, ça gâche des fusées pour rien. En revanche, bombarder Londres, où se trouvent des troupes alliées, bombarder Anvers, où débarquent ces troupes alliées qui se dirigent vers l'Allemagne, c'est une raison. Et c'est pour ça que les tirs se concentrent principalement sur ces deux villes. Quand on voit les dégâts qu'il y a eu sur Londres et sur Anvers, surtout certains crashs très meurtriers sur Anvers, on peut dire que Paris l'a échappé belle. Avec la fusée V2, jamais dans son histoire, la ville lumière n'a frôlé d'aussi près le risque de destruction. Cet épisode a été rayé de notre mémoire commune. Pourquoi ? À la fin de la guerre, les Alliés vont récupérer la technologie et les ingénieurs de la V2. Et ce sont ces scientifiques allemands qui développeront les programmes spatiaux des États-Unis et de l'URSS. La fusée V2 est l'ancêtre de toutes les fusées modernes. Ce sont ces fusées qui ont envoyé Gagarine dans l'espace et Armstrong sur la Lune. Et en France, le programme Ariane a existé parce que ces ingénieurs sont venus travailler à côté d'ingénieurs français. Très peu de personnes savent que des ingénieurs allemands sont venus en France. Ils ont participé à la politique de reconstruction de l'industrie militaire française. Et donc ça a été, à mon sens, étouffé. C'est resté dans le domaine du secret. La chute
du nazisme a rendu sa sérénité à la capitale. 20 ans après, la véritable menace des fusées V2 a été effacée de l'histoire officielle et l'opinion mondiale s'enflamme pour un général allemand, sauveur de Paris. Dans une villa de Baden-Baden vit l'homme qui fut du côté allemand au centre des heures dramatiques de la libération de Paris. Il y a 20 ans, cet homme, le général von Choltitz, était le dernier gouverneur militaire allemand du Grand Paris. Il fut celui qui aurait pu réduire la capitale en cendres. Pourquoi a-t-on fait d'un fidèle parmi les fidèles d'Hitler le héros des Parisiens? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un contexte de guerre froide, où il s'agit pour les Alliés, pour l'Ouest et pour les Américains, de réintroduire l'Allemagne de l'Ouest, dans le jeu politique international. Sur les ruines de l'Europe, les alliances se sont constituées en deux blocs, l'Ouest contre l'Est. Écartelée, au centre, l'Allemagne est un pivot. L'ennemi d'hier devient un partenaire nécessaire. Et c'est à ce moment-là qu'un travail de mémoire, justement, un travail sur la mémoire est fait pour changer un peu l'image qu'il y avait de l'Allemagne, qui était une image tout à fait négative. République fédérale d'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande. C'est à ce moment-là que cette légende se met en place, ce qui est une manière pour l'Allemagne de déculpabiliser sa mémoire. Au même moment, paraît la fresque exaltante de Dominique Lapierre et Larry Collins, Paris brûle-t-il. Elle est bâtie sur les mémoires d'un homme que les auteurs ont rencontré et qui montre un nouveau visage de l'ennemi historique. Le best-seller sera suivi 2 ans plus tard de la superproduction internationale de René Clément. C'est la naissance d'un mythe. Falsification de l'histoire, reflet des enjeux d'une nouvelle carte du monde.